tous. Merci d'être présents sur ce webinaire. Donc, je me représente, Stéphane Synthèse, conseiller technique du groupe Radical Fitness Central Europe. Rapidement, je vais faire le tour un petit peu. J'ai quelques collaborateurs qui sont autour de moi. Vous avez Sarah, qui est responsable digital chez Radical Fitness. Vous avez Franck Bessé, que pour certains connaissent, qui est directeur adjoint de l'Aqua Boulevard et qui est notre responsable compte. Vous avez Anthony, qui est tout simplement qui est le directeur digital qui s'occupe de tout ce qui est formation, des applications, du site internet, de la veille. Voilà. Et puis, tout à l'heure, nous avions Pascal Vigneron, le président de la Centrale Europe, qui est belge, qui est avec nous et qui est reparti, donc il ne serait pas là. Donc, je présente au nom de Radical Fitness d'abord tous mes meilleurs voeux pour 2021. J'espère que vous avez tous passé néanmoins de très belles fêtes de fin d'année. Je ne vais pas m'attarder sur la question, donc je remercie Thierry Doll qui nous écoute, là, qui va intervenir, qui est le président de France Active, que pour la plupart vous connaissez très très bien. Il pourra éventuellement représenter son institution, qui est un syndicat qui représente notamment la remise en forme et le fitness. Voilà, donc j'ai fait le tour, je vais pas m'attarder. Je laisse la parole à Thierry. Donc merci Thierry pour cette présentation sur l'avenir de notre secteur par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Je pense que Thierry, tu es attendu entre guillemets au tournant. Donc je te laisse la parole et puis je te laisse t'exprimer un petit peu la procédure avec laquelle tu vas procéder tout simplement. Et puis merci à toi et à toi la parole. Merci Stéphane, merci à l'équipe Radical Fitness de cette invitation d'ouverture de l'année. J'aurais préféré l'ouvrir dans d'autres circonstances, néanmoins, il faut coller à l'exercice. Donc, merci à l'équipe Radical Fitness, merci à vous tous et puis j'en profite pour vous présenter mes vœux les meilleurs de vive voix, vœux qui s'accompagneront également de beaucoup d'espoir et j'espère de beaucoup de réussite en cette année 2021, après une année 2020 catastrophique et qu'on a envie tous de vite oublier. France Active FNAP, vous connaissez, je pense déjà tous, mais rapidement, on termine l'année 2020 avec 1730 adhérents, salles, établissements adhérentes. Je pense que sur l'année 2020, nous avons fait du travail pour vous, avec vous, et en essayant de faire le mieux possible de ce que l'on pouvait faire. 2021 arrive et il faut maintenant continuer à faire le travail que nous avions commencé à faire. J'ai malheureusement, je ne savais pas que mon intervention d'aujourd'hui allait succéder celle de Jean Castet hier avec les annonces qui ont été faites sous l'ouverture des salles. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de dérouler sur un plan qui va tenir en 3 axes. L'ouverture des salles, les dates d'ouverture des salles avec ce qui est lié à l'ouverture des salles. Ensuite, les aides économiques actuelles et celles que nous souhaiterions voir être améliorées pour les semaines et les mois à venir. Et bien entendu, quelque chose qui nous tient à cœur au sein de France Active, ça va être le fonds de soutien à la relance qui va nous sembler être indispensable, et je dirais voire même obligatoire si on veut continuer à avoir des entreprises dans ce secteur-là. Et ensuite, nous passerons, si vous le voulez bien, à une série de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas pendant les thèmes à les marquer. Je me ferai un plaisir après d'essayer d'y répondre. La date d'ouverture, je pense que hier, l'annonce du Premier ministre sur la date d'ouverture ne vous a pas trop surpris puisque ça commençait à transpirer depuis déjà la fin de l'année dernière, début de cette année. Jean Castet a été clair. On se revoit avec les cafés, restaurants, salles de sport le 15 février. Les salles la culture et puis les équipements sportifs auront une réponse ou en tout cas un début de réponse semaine prochaine à la date du 20 janvier. Et nous, ça sera à partir du 15 février qu'on saura à quelle sauce on sera mangé. Cette date, je dirais toutes ces dates qui vous ont été fixées au fur et à mesure, pour moi, commence à devenir lassante parce que nous n'avons aucune visibilité sur le demain. Vous n'avez aucune visibilité pour prévenir votre clientèle.
Et donc, on souhaiterait quand même qu'à un moment donné, on nous donne une date, mais qui soit ferme et définitive, certes toujours liée aux conditions sanitaires du moment, je veux bien, mais qu'à un moment donné aussi, on mette tout en place pour que cette date puisse être tenue. Je parle notamment de nos protocoles sanitaires, j'en dirai deux mots tout à l'heure, mais également des protocoles qui sont mis en place concernant la vaccination. Il faut que la France aille vite, certes, laisser le libre arbitre à chacun, mais il faut qu'on aille vite dans le domaine de la vaccination pour qu'on essaye de combattre ce virus le plus rapidement possible et qu'on retourne à une vie la plus proche de la normale d'avant Covid, c'est-à-dire celle de 2019, parce qu'il n'y a rien de plus mauvais pour vous tous, pour nous tous, hein. Je rappelle que je suis également un chef d'entreprise, que pour nous tous, que de ces allers-retours entre j'ouvre, je ferme. C'est usant, c'est anxiogène et ça nous laisse très peu de visibilité. Nous sommes fatigués. Le report a été certainement vécu par vous tous comme une grande souffrance parce qu'on se dit, allez, on est encore reparti jusqu'au 15 février et beaucoup d'entre vous imaginent ce que ça pourrait être encore à partir du 15 février. Donc, pour l'instant, on reste bloqué sur le 15 février, mais on nous a dit simplement que le 15 février, on allait évaluer la situation et c'est ça qui devient pour nous très difficile et qu'en tant qu'organisation syndicale, nous demandons à l'exécutif de nous donner des dates précises, des dates claires, de façon à ce qu'on puisse se projeter, qu'on puisse se projeter dans différents domaines, que ce soit celui du commercial pour vos clients, mais également sur le point de vue économique, parce que nous avons des partenaires économiques que sont les banques, on pourra en dire deux mots tout à l'heure si vous voulez, mais qui aujourd'hui ont eux aussi besoin d'une visibilité pour vous, parce qu'on commence à avoir sur le terrain, comment vous dire ça, les banques qui commencent à être de plus en plus frileuses parce que nous n'avons aucune visibilité. Donc on voit bien que la partie date est d'une grande importance parce que c'est l'ouverture des salles, mais c'est aussi le devenir économique des entreprises. Parce que pendant que vous êtes fermé, vous devez continuer à payer les charges fixes et les loyers. Et je rappelle que, entre autres, les remboursements des échéances bancaires vont commencer dans 2 mois. Et que ça aussi, j'en parlerai tout à l'heure sur le plan de relance, ça fait partie, ou le fonds de soutien actuel, ça fait partie aussi de nos grandes préoccupations. Et à défaut d'une date précise, on a besoin, vous avez besoin, d'avoir la certitude que les aides économiques, alors j'aime pas le terme d'aide, les soutiens économiques que nous faisons, qui sont actuellement en cours, soient prolongés dans le temps. Aujourd'hui, on a encore des incertitudes pour ce qui va se passer pour le mois de fin janvier, pour le mois de février. On n'est pas encore, je dirais, sécurisé sur ce point-là. Donc, nous travaillons pour qu'on nous sécurise les annonces économiques qui vont continuer à vous soutenir tout au long des temps de fermeture. On peut espérer être dans la même wagon, je dirais, que les cafés, hôtels, restaurants. Je pense qu'on y est parce qu'on est sur le plan tourisme, mais il faut qu'on soit certain d'y être et que vous soyez rassurés sur ce côté-là. L'ouverture, c'est aussi lié au protocole sanitaire. Alors, les protocoles sanitaires, nous avons fait du gros travail en amont, hein, tout à fait en amont pendant le premier confinement. Là, on nous a demandé de revoir notre copie sur le deuxième confinement. Donc, on a retravaillé sur le deuxième confinement ces protocoles sanitaires. On les a améliorés. Aujourd'hui, ils sont sur la table de la cellule interministérielle de crise, puisque je m'en suis assuré lundi, mardi, je m'en suis assuré auprès du ministère des Sports. Donc, on m'a assuré que nos protocoles étaient sur la table du CIC. On attend le retour. Parce que nous, il est important, même avant ouverture, je dis bien avant ouverture, d'avoir ces protocoles sanitaires de façon à ce que vous en soyez informés au plus vite et que s'il y a besoin de mesures correctives dans vos salles, vous soyez en capacité de le faire en amont de la date d'ouverture. Alors, je pense qu'il y aura des questions. Je laisserai les questions se développer sur ce protocole sanitaire, mais sachez qu'on a quand même bien travaillé et qu'a priori, les protocoles sanitaires ne seront pas insurmontables pour les salles de sport. J'ai bien dit pour toutes les salles de sport. Deuxième volet de mon intervention aujourd'hui, avant peut-être d'aborder le troisième, c'est les mesures économiques de soutien à la fermeture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
vous êtes fermé. Vous êtes passé en octobre, en novembre et en décembre par différents stades d'aide, de soutien économique. Alors j'essaye moi aussi de me corriger, mais je vous avoue que je suis assez réticent au terme d'aide économique. Ce ne sont pas des aides, c'est juste des soutiens. Ce n'est pas nous qui avons demandé à être fermés, on nous ferme administrativement. Donc c'est du soutien économique dont il nous faut nous parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous avez un fonds de solidarité de 10 000 euros qu'on demande à passer à 15 000 euros. Et vous avez également la possibilité de prendre 20% de votre meilleur chiffre, enfin de votre chiffre d'affaires 2019, et il est plafonné à 200 000 euros. On demande à augmenter ce pourcentage et surtout de le déplafonner. Si ça peut correspondre à la plupart des entreprises, il y a des grands groupes, que ce soit dans les salles de sport, mais je prends le parallèle avec les hôtels, cafés, restaurants. Vous avez également des grands groupes dans les hôtels, cafés, restaurants. Et je suis aussi en relation avec d'autres activités qui sont beaucoup moins nombreuses. Si je prends par exemple les casinos, vous avez également de grands groupes qui ont besoin de déplafonner ces 200 000 euros. Donc, il y a quand même une volonté dans la partie du monde économique aujourd'hui qui est fermée de faire un fonds de soutien numéro 2 et qui soit amélioré par rapport à l'actuel. Parce que aujourd'hui, on s'est aperçu que certaines entreprises ne rentraient pas dans les fonds de soutien qui étaient mis en place en décembre, 10 000 euros et 20%. Si ça peut correspondre, je dirais une grande majorité, je ne vais pas m'avancer sur un chiffre, sur un pourcentage, mais une grande majorité d'entre vous, il y en a qui sont en dehors de ces valeurs-là, puisque vous avez des salles de sport qui sont dans des grandes agglos, que ce soit Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, etc., et qui payent des loyers très importants. Donc, du coup, les 10 000 euros ne suffisent vraiment pas. Et il y a un autre point aussi qu'on oublie trop souvent dans ces aides économiques, c'est la partie du travailleur non salarié, du salaire du gérant qui n'a pas droit au chômage partiel, qui n'a droit à rien et qui est obligé à un moment donné de se servir de ce fonds de soutien pour pouvoir lui aussi, donc de fait, pour diminuer également la possibilité de faire face au loyer et aux charges fixes. Autre chose qu'il faut absolument, actuellement, nous puissions travailler, parce que pour moi, ça ne fait pas partie de demain, mais c'est de l'aujourd'hui, ce sont les prêts bancaires. Il faut qu'absolument que l'État nous fasse faire des reports des échéances de 2 ans pour les secteurs qui sont fermés aujourd'hui administrativement, hein, puisque certains d'entre vous vont commencer à rembourser les prêts bancaires dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Donc ça aussi, c'est un travail qu'il faut que nous arrivions à finaliser avec des reports de prêts bancaires. Donc il faut que les exécutifs fassent comprendre aux banques, bien souvent absentes en ce moment, qu'elles jouent le jeu. J'ai appelé Brossard. Des dispositifs toujours pas, rien du tout et tout. De prêt. Il n'y a pas de visibilité sur votre activité. Oui, mais vous ne faites vraiment pas votre boulot. Maintien, alors aussi autre chose que nous souhaitons voir perdurer, c'est le maintien des dispositifs des activités partielles, avec le reste à charge à zéro, c'est-à-dire toute la liste S1 qui nous permet aujourd'hui de mettre nos collaborateurs en activité partielle prise en charge par l'État avec un reste à charge, j'insiste, zéro. Et bien entendu, le continuum de l'exonération des charges patronales. Hein, il faut que celui-là aussi soit continué de façon à ce qu'on ait le moins possible de dépenses de trésorerie sur des postes qui ne sont pas de notre ressort aujourd'hui. Et il faut rappeler surtout et continuellement, et ça on s'y emploie, la parole gouvernementale voulant que toutes les entreprises soient indemnisées, qu'elles soient fermées ou non, saisonnières, organisées sous forme de groupe, et sans qu'un plafond ou une condition d'éligibilité ne vienne les discriminer. Le gouvernement, à un moment donné, a dit qu'on ne laisserait personne sur le carreau. Il faut que cette parole soit tenue aujourd'hui. Certains d'entre vous m'ont fait part d'exemples, que ce soit pour eux ou pour des collègues. Nous n'avons pas demandé à être fermés. Ce sont des obligations de fermeture administrative liées certes à la situation sanitaire, mais il faut qu'il n'y ait personne sur le carreau à la fin de cette malheureuse année et de cette pandémie. Il faut qu'on réfléchisse également au désendettement des entreprises. Le PGE arrive et ce PGE-là va dégrader véritablement la note des entreprises auprès de la Banque de France.
nous allons être sanctionnés, celles qui ont fait appel au PGE vont être sanctionnées parce qu'elles ont fait appel au PGE, mais que vous n'y êtes pour rien. Vous avez fait un PGE parce qu'il fallait à un moment donné renflouer les trésors, renflouer les comptes, faire face à vos obligations, mais vous n'y êtes pour rien parce que sans la crise sanitaire, vous n'auriez certainement pas fait appel à ces prêts complémentaires, à ces PGE. Donc, il faut absolument que ces PGE, on trouve l'astuce de les sortir des bilans de façon à ce que vos notes au niveau de la Banque de France ne soient pas détériorées pour que vous puissiez, je dirais, en cas de volonté d'investissement d'investissement, que vous ne soyez pas pénalisé par ces PGE qui va influer obligatoirement sur votre note et sur votre situation. Et c'est dans ce sens-là aussi que nous avons demandé, pour ceux qui étaient présents au webinaire que nous avions organisé conjointement avec l'Union Sport et Cycle au mois de décembre, c'est pour ça que nous avons demandé la création d'une cellule ministérielle à Bercy pour que nous puissions véritablement travailler en direct et non pas à coup de notes écho ou de notes et d'envoi de mails, parce qu'à un moment donné, on aime bien avoir les gens en face et leur dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et donc, il faut qu'on soit véritablement pris en considération par Bercy, mais avec une cellule appropriée aux salles de sport. On l'a demandé, on attend le retour là aussi de la part du ministère des TPE-PME, du ministre Grisé, sur cette mise en place de cette cellule. Autre chose, il faut aussi que nous fassions comprendre à l'État aujourd'hui que les banques ne jouent pas le jeu. Beaucoup de banques vous laissent sur le carreau, beaucoup de banques commencent à avoir un regard très négatif sur les activités fermées administrativement. Alors, il n'y a pas que les salles de sport, hein. Vous avez aussi les discothèques, vous avez aussi les cafés, hôtels, restaurants qui sont dégradés dans la situation économique. Donc, il faut que l'État absolument sensibilise les banques et s'assure que les banques jouent le jeu avec les entreprises comme on leur a demandé maintes fois de le faire. Le deuxième qu'il faut que l'État arrive à convaincre à travailler d'une façon beaucoup plus active auprès de vous tous, ce sont les assurances. Et il faut que les assurances jouent leur rôle essentiel avec la régulation financière de l'activité. Or, si on constate aujourd'hui, ce sont les grands absents du mouvement de solidarité nationale, voire même certains assureurs viennent d'annoncer des bénéfices de 7% sur l'année 2020, pendant que tout le monde est en train de compter ses sous en trésorerie parce qu'on ne travaille pas, on est fermé. Et bien, certains assureurs viennent faire part d'un bénéfice de 7% sur l'année 2020 et que nous sommes toujours en train de galérer pour assurer les fins de mois. Donc tout ça, vous voyez, ce sont des objectifs qu'on essaye de tenir. Le difficile, c'est que on est en pleine pandémie, rencontrer les uns et les autres. Donc on écrit, on contacte par téléphone, on fait des visios. Nous n'arrêtons pas d'essayer d'abreuver de toutes ces informations les ministères concernés, notamment en premier lieu sur la partie éco, le ministère des Finances. Troisième point que je veux développer avec vous aujourd'hui, qui me semble être, je dirais pas le plus important, mais en tout cas d'une grande importance. C'est la partie, fonds de soutien à la relance économique. Ce que nous avons peur aujourd'hui, c'est que, et vous le savez tous, votre base clientèle s'est érodée. Et quand la reprise va être là, vous allez avoir un retour plein pot, plein phare des charges à 100%, alors que vos recettes seront diminuées de combien, je ne sais pas, je ne peux pas le dire, mais en tout cas d'une partie importante. Et vous allez à ce moment-là être dans l'obligation, je dirais, de travailler ce qu'on appelle en terrain négatif. Et ça va être extrêmement préjudiciable à nombre d'entreprises et qui risquent de rester sur le carreau derrière. Donc, il faut absolument que le ministère des Finances, aujourd'hui, nous entende sur la partie, fonds de soutien à la relance économique. On l'a détaillé en 3 grandes parties, 3 grands thèmes qui peuvent vous concerner l'entreprise directement. Ça va être la partie sociale, avec le maintien du dispositif de l'activité partielle de longue durée actuelle, je dis bien actuelle, c'est-à-dire à 100% reste à charge zéro à l'entreprise jusqu'à fin 2021 à minima.
On dit bien à minima jusqu'à fin 2021. Ensuite, alors pourquoi on parle de l'activité partielle de longue durée? Beaucoup d'entre vous, vous m'avez dit, oui, mais Thierry, quand on va reprendre l'activité, on aura besoin de nos équipes. Dans les petites structures également, ils sont bien souvent que 2 ou 3. On aura besoin de tout le monde pendant la reprise d'activité. Je réponds oui, tout à fait. Mais la possibilité que vous aurez durant l'année 2021, après reprise, et je pense à des mois creux que vous connaissez encore mieux que moi, puisque c'est notamment les mois de juillet-août, il faudra à un moment donné que vous puissiez mettre vos salariés en activité partielle et que ça ne vous coûte pas, que ça ne vous coûte quoi que ce soit. Et c'est en ce sens-là où moi je demande le maintien de l'activité partielle de longue durée, c'est que vous puissiez pendant les périodes creuses continuer à actionner ce dispositif. Bien entendu, l'exonération de charges patronales. Alors, bien, on nous demande à chaque fois de faire des estimations de ce que nous demandons. Et c'est en ce sens-là que par moment, vous voyez passer dans vos boîtes mail des demandes de notre part qui sont exprimées par le secrétariat de chiffres. Sachez que quand on vous demande des chiffres, c'est qu'on en a besoin, je ne dirais pas dans l'urgence, mais quasiment, parce qu'un conseiller, un bureau dans un ministère, nous a demandé de lui faire un état des lieux rapide. Quand on dit rapide, ça à terme de 1 semaine, 10 jours. Donc, quand on vous demande des chiffres, pensez bien qu'on ne demande pas pour se faire plaisir et que plus vite on les a, plus vite on est en capacité de répondre au ministère. Donc, l'exonération de charges représente pour nous, aujourd'hui, avec les calculs que nous avons pu faire, environ 87 millions d'euros sur l'année 2021 en exonération de charges patronales. Alors, on est parti sur un salaire, je dirais, brut de référence de la branche, et on est parti sur un nombre de salles. Donc, ça représente environ 87 millions. Le deuxième volet du fonds de soutien économique à la relance serait sur la partie fiscale. On demande, alors ce n'est pas sûr qu'on soit entendu, mais en tout cas, qui ne demande pas ne peut pas l'avoir, et nous continuerons à le demander et à justifier cette demande, c'est l'exonération de TVA à prorata temporis des mois de fermeture à minima. Pourquoi on fait ça? Pour vous permettre de pouvoir renflouer votre trésorerie pendant tous les mois où vous avez été fermé, vous n'avez pas eu d'encaissement. Donc, ça vous permet de rentrer 20 points de plus sur les mois d'ouverture à prorata temporis. Là, je crois que vous arrivez bientôt à 7 mois de fermeture cumulés. Donc, on demande une exonération de TVA de 7 mois sur vos secteurs d'activité. Ça représenterait, sur 6 mois, ça représenterait 226 millions d'euros de manque à gagner pour l'État. Il faut quand même avoir ça à l'idée. Vous savez que la TVA est un sujet tabou pour l'exécutif parce que c'est l'une de ses recettes, voire actuellement la seule recette principale de l'État. Donc, c'est un sujet tabou, mais on continue à le demander parce qu'il nous semble important que vous puissiez reconstruire votre trésorerie avec des dispositifs qui sont certes coûteux pour l'État, mais très faciles à mettre en œuvre pour les services et pour les entreprises. La partie économique qui sera peut-être je dirais celle où il faudra qu'on axe le plus nos efforts de persuasion auprès des services de l'État, c'est que, je vous en parlais tout à l'heure, vous allez reprendre à un moment donné une activité, les charges seront là, et vous risquez de travailler pendant de nombreux mois en négatif. Donc, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un maintien du fonds de solidarité pendant à minima 18 mois, après réouverture. Pour continuer à compenser la perte d'exploitation par la reprise progressive des abonnements sera très douce, très lente. Une méthode de calcul simple qui est proposée aujourd'hui au ministère des Finances, c'est que nous prendrons 50% de la différence entre le CA du mois post-réouverture et le chiffre d'affaires du même mois en 2019, sachant que nous ne devons pas travailler à année N-1, mais que pour nous, aujourd'hui, la règle générale doit être, l'année de référence doit être celle de 2019. Alors oui, il y a toujours des cas particuliers. Nous avons les entreprises qui se sont montées en novembre 2019 ou en octobre 2019. Oui, nous avons aussi des cas particuliers sur les exercices qui sont à cheval sur 2 années. On est obligé au départ de faire, je dirais, une cote la plus large possible de façon à engendrer et embarquer avec nous
le maximum d'entreprises et ensuite de discuter les cas par cas et les cas particuliers que nous pourrons rencontrer. Donc, les entreprises qui ont été ouvertes, par exemple, au mois de juillet 2019, n'auront pas de référence en janvier, février. On essaiera de trouver des solutions avec elles et avec le ministère des Finances. Mais en règle générale, pour nous, l'année de référence doit rester celle de 2019, c'est-à-dire avant Covid. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on demande, sachant que le CA moyen d'une salle de sport, on l'a estimé peut-être à la hausse, mais aux environs de 50 000 euros. Pour ceux qui assistaient au dernier webinaire avec le conseiller du ministère des Finances, on vous a fait état d'environ 38 à 40 000 euros. Donc, on est légèrement supérieur, mais c'était pour avoir une fourchette haute de notre estimation. On est sur un fonds de soutien à Laurence qui serait d'environ sur 12 mois d'1,4 million et sur 18 mois de 2,2 millions. Donc, on arrive environ à un total cumulé sur un fonds de soutien sectorisé d'1,5 à 2 milliards d'euros. Voilà un petit peu les informations aujourd'hui en ma possession que je voulais vous donner. Bien entendu, avant de vous laisser place à vos questions que je sais nombreuses et que nous allons essayer de traiter, je ne voulais pas être trop long et c'est pour ça que j'ai essayé d'être très rapide et assez synthétique. Maintenant, ce que je vous souhaite, c'est que nous puissions aborder les questions thème par thème. Alors, ça peut être à votre convenance. Soit on fait les ouvertures de salle et puis on découle comme ça, soit les questions peuvent être libres sur l'ensemble des thèmes ou sur d'autres thèmes que je n'ai pas abordés. Je vous laisse la parole pour poser peut-être les premières questions. Stéphane? Oui, merci Thierry. Donc, effectivement, donc, soyez pas timide, n'hésitez pas, hein. Le démarrage est toujours un petit peu réticent, mais prenez la parole parce que ce n'est pas tous les jours qu'on peut avoir Thierry, notamment en l'occurrence. Donc, n'hésitez pas, ouvrez vos micros et posez des Allô? questions. Oui, allez-y. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Il y avait des questions déjà, des questions écrites. Tac, tac, tac. Par exemple, si je remonte un petit peu en arrière, Karine Bergman qui posait la question, les assureurs pourraient nous baisser les coûts des assurances pendant les mois de fermeture puisque le risque est moindre, notamment au niveau de la RCP Pro. Oui, oui, je pense que c'est un axe de travail qu'on pourra travailler avec les assureurs. Mais très honnêtement, ça ne va pas les engager de beaucoup. Donc, on peut le demander et ce n'est pas quelque chose qui sera incommensurable pour eux. Une autre question, est-ce que parmi l'Assemblée, quelqu'un a une question? N'hésitez pas. Oui, j'en Allez, ai prenez une. la parole. Super. Voilà, William Laurent, donc de la société TopFit. Le gouvernement avait annoncé que nous aurions la possibilité de faire bénéficier à nos bailleurs d'un crédit d'impôt lorsqu'ils abandonnaient jusqu'à 3 mois de loyer sur la période de octobre, novembre, décembre. Le décret portant sur ce crédit d'impôt est sorti et il s'avère qu'il n'y aurait plus que le mois de novembre qui soit sujet à ce crédit d'impôt, ce qui est une catastrophe pour nous parce que nos loyers sont évidemment bien supérieurs aux 10 000 euros d'aide par mois. Par conséquent, nous ne payons pas nos loyers, nous accumulons une dette énorme et nous comptions sur ce crédit d'impôt pour convaincre nos bailleurs de ne pas nous réclamer ces loyers. Alors oui, William, je te remercie de me poser la question. Effectivement, on voit là toutes les ambiguïtés entre les effets d'annonce et la mise en place sur le terrain. Effectivement, on s'est aperçu que le décret ne donnait que sur le mois un seul mois de crédit d'impôt aux bailleurs. Donc, on est reparti sur le sujet avec, comment vous dire, avec toutes les difficultés que cela a. On s'aperçoit que les décrets sont pris, je dirais, quasiment mois par mois. Vous avez vu le dernier en date avec les histoires des congés payés qui est sorti le fin décembre pour une mise en application avant le 20 janvier. Donc, on voit bien que là, il y a des effets d'annonce et qu'à un moment donné, la partie administrative ne suit pas. Mais sur la partie crédit d'impôt avec loyer, on remonte le sujet effectivement vers Bercy, William. Merci. Oui. Une autre question? Moi, j'en ai une. Jean-Louis.
Vas-y. Jean-Louis. Voilà, donc bonjour Thierry, donc bonjour Stéphane. Donc moi je viens sur un point un peu plus particulier. J'ai une masse assez importante d'enfants qui viennent au club. Il y a une différenciation entre les adultes et les enfants, avec justement un problème sur l'ouverture du club, le loyer, qu'on peut demander donc de réduire. Moi j'ai la possibilité de le faire. Donc avec cette difficulté maintenant de gérer et de ne pas avoir les informations sur tout ce qui est autour des enfants. Je trouve que c'est très flou et on n'arrive pas à trouver les bonnes informations. Et pour moi, je ne les trouve pas spécialement. Donc aujourd'hui, ce que tu me poses comme question, c'est d'avoir, comment te dire, une information beaucoup plus précise sur l'accueil des enfants en salle de sport. Exactement. C'est que voilà, j'ai ces deux axes et j'en ai une, je n'arrive pas à la maîtriser. Une, on sait, on est fermé. Malheureusement. Mais... Normalement, le décret 10-13 de mémoire, hein, le numéro, excusez-moi, vous permet d'accueillir les mineurs. Oui. Donc, ta question derrière, elle est… Je trouve que c'est très, très flou sur les conditions, sur les activités. Parce que moi, j'ai piscine, j'ai danse, j'ai yoga, j'ai beaucoup d'activités enfants. Et je trouve que c'est toujours très flou. OK. Alors, attention, je note et quand je vais certaines de mes réponses, ne croyez surtout pas que je vais botter en touche, loin de là. Donc, ce que je te propose, Jean-Louis, tu dois avoir mon adresse mail ou celle du secrétariat à minima. Tu me reformules la question et je m'engage, moi, à la porter auprès de la direction des sports, des réceptions. Je la fais suivre à la direction des sports avec une demande beaucoup plus précise, notamment au niveau des activités cernées par l'accueil des mineurs. Parce que ta question, a priori, c'est celle-là. Hein. Oui, c'est ça. Plus de compréhension de ce que l'on peut faire. OK. Envoie-moi ta question, je la fais suivre et je te mettrai en copie directement auprès de la direction des sports. Une autre question? Oui, moi j'en ai une, donc Karine Bergman, désolée, je n'ai pas ma caméra. Moi j'aimerais savoir au niveau des mesures de protection sur le plan juridique, justement par rapport on va dire, aux procédures que les bailleurs peuvent mettre en œuvre par rapport au fait qu'on ne les paye pas. Lors du premier confinement, il y avait un décret qui était sorti en disant qu'on était protégé pendant toute la durée des mois de fermeture et jusqu'à 2 mois après la fin de la période d'état d'urgence. Et je n'ai pas vu repasser ces textes-là et il faut qu'on soit sûr de ce qu'on peut faire avec nos bailleurs pour ne pas risquer justement la mise en œuvre de la clause résolutoire. Alors, je te remercie de me poser cette question, Karine. Non, je souris parce que juste à côté de toi, sur mon tableau numérique, je vois notre avocat conseil, maître Véronique Lermé, qui est avec nous aujourd'hui pour nous écouter. Donc déjà, sachez que vous avez la possibilité de contacter notre conseil, maître Lermé, au travers de son cabinet. Mais nous avons fait passer, alors peut-être que ça vous est passé inaperçu, hein, et je peux le comprendre, puisque je crois que je l'ai envoyé le 31 décembre dans l'après-midi. Nous vous avons fait passer la mise à jour justement de dont tu parles, Karine, qui a été mise en œuvre au premier confinement. On vous a fait passer le décret avec la mise à jour pour cette deuxième partie de confinement. Donc, vous avez toujours la possibilité de reproduire les mêmes dispositifs sous contrôle de Maître Lermé, là, qui m'écoute. Vous avez la possibilité de reconduire les mêmes dispositifs pour les mois de fermeture là, actuels. Merci beaucoup. Mais on vous a fait passer une info, alors c'est la toute dernière, je crois que c'est la numéro 221 de mémoire. Hein, voilà. Merci. Une autre question? N'hésitez pas. Franck? Oui, j'en ai une, Michel de Cassio de l'Orange Bleu à Valenciennes. Thierry, est-ce que tu as des informations concernant le chèque sport potentiellement qui serait émis par l'État pour doper nos activités à la reprise? Merci Michel. Alors, chèque sport.
il y a deux chèques sport. Il y a celui dont vous avez déjà entendu parler et qui a été fait à l'issue de la conférence tenue par le président de la République avec les acteurs sportifs, qui représente une somme, je crois, de mémoire de 100 millions d'euros. Ce chèque sport-là, je vous mets en garde, il est pour permettre les activités sportives, notamment les prises de licence ou l'achat de matériel sportif. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que vos activités, nos activités, sont en dehors de ce spectre du chèque sport. Nous, par contre, on demande effectivement le même pendant pour les salles de sport. On demande le même pendant pour faciliter la venue de prospects autres dans vos salles et essayer d'en faire ensuite des prospects captifs, enfin, de devenir votre clientèle. Donc, on a demandé effectivement le même pendant qu'il y a dans le chèque sport à destination du sport fédéré et des associations sportives. On a demandé la mise en place d'un chéquier salle de sport, si on peut l'appeler comme ça, d'un chéquier salle de sport pour inciter de nouveaux prospects à venir vous voir. Et pour répondre à ta question, le chèque sport, celui dont je crois que tu parles, Michel, c'est celui qui avait été annoncé à grand renfort de communication à l'issue de la conférence du président de la République et ne concerne que les sports fédérés. Ok. Oui, juste la main quelques secondes pour dire que j'ai des questions par mail. Donc les personnes qui m'ont envoyé leurs questions directement par mail, n'hésitez pas à les poster maintenant, à les demander maintenant plutôt que par mail. Vous avez Thierry en direct. Ouais, moi j'aurais une question s'il vous plaît. Eric Weber, Moment for Health, je suis sur Annecy. J'ai un centre de coaching sportif et en fait j'ai vu qu'on pouvait faire des entraînements privés avec un certificat médical, mais est-ce que le certificat médical doit préciser des choses bien particulières dessus? Alors, terrain glissant, merci de me poser la question, Eric. Très glissant, ouais, merci. Non, mais je savais que de toute façon elle allait arriver. Je sais que dans la salle, j'ai vu des gens qui n'auraient surtout pas évité de me la poser, même s'ils connaissent la réponse. Ils m'auraient posé la question, histoire que je réponde. Donc, l'histoire du certificat médical. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Le décret qui a prévu l'ouverture au public prioritaire précise des prescriptions médicales, sous-entendu derrière, pour aller chercher les patients atteints d'une affection de longue durée qui s'est transformée en maladie de longue durée, de type diabète, de type cancer, etc. Ça correspond à un protocole et à des définitions bien précises de la part de la sécurité sociale et du médecin traitant. Ça demande aussi également, puisque j'ai vu passer une question très rapidement sur le chat, ça correspond aussi à une demande d'encadrement très précise, puisqu'il faut normalement la qualification APA pour encadrer ce type de client prioritaire. Donc, à ta question, est-ce qu'on peut organiser le sport sous prescription médicale? La réponse, elle est oui. Néanmoins, ça ne concerne pas tout public. Dans le principe, ça ne concerne pas tout public muni d'une ordonnance. Ça correspond à une typologie de maladies de longue durée qui sont ciblées sur le site, entre autres, amélie.fr. Vous tapez tout simplement maladie de longue durée ou affection de longue durée sur votre navigateur et vous allez les trouver. Elles sont au nombre de 30. Ça correspond à des prises en charge bien particulières. Ça correspondrait même à un compte-rendu, si le patient en est favorable, à un compte-rendu du coach APAG vers le médecin traitant. Donc, c'est une activité qui est lourde, qui est faisable, mais qui demande à ceux qui la mettent en place, je dirais, un certain protocole de mise en place administratif qui n'est pas simple et qu'il faut maîtriser au départ. Alors, je sais que vous allez me dire que certaines salles ont ouvert avec des certificats médicaux. Je ne peux pas être comment dire, notre syndicat n'est pas là pour faire la police des ouvertures ou des fermetures. On est juste là pour dire à un moment donné, il y a la loi, elle est ce qu'elle est. Certains d'entre vous la respectent, d'autres ne la respectent pas. Si maintenant le ministère des Sports ne fait pas son travail, je n'y peux rien.
D'accord. Donc, en fait, il faut vraiment avoir la qualification APA de toute manière pour Il pouvoir. faut la qualification APA, mais ça correspond aussi également à des pathologies bien identifiées. Ouais. C'est-à-dire, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, ne rentre pas dans ces pathologies-là. Je suis stressé parce que je reste trop à la maison, j'ai besoin d'aller faire mon sport, ne rentre pas dans dans ces pathologies-là. D'accord. OK. Merci. Effectivement, un terrain glissant parce que de nombreux clubs aujourd'hui sont réouverts grâce à ces certificats et je crois que c'est un petit peu du grand et du grand n'importe quoi. D'accord. Mais Je vais vous donner la position des administrateurs sur le sujet, hein, qui est quand même, de toute façon, qui est connu, je pense, de la plupart. Et puis, je sais qu'il y a des administrateurs autour de la table et ils ne me contrediront certainement pas, voire m'enfonceront le clou. C'est qu'aujourd'hui, avec ce genre de dérive, nous risquerons de faire beaucoup plus de mal au secteur qu'on ne fera de bien. Et qu'on est beaucoup à craindre un rebond épidémique ou en tout cas un départ d'un foyer cluster dans ce type d'activité qui serait pire que tout pour l'image générale du secteur. et le risque, on le connaît? Le risque, c'est fermeture administrative de 6 mois et 1 500 € d'amende. D'accord. Merci. Et idem pour les groupes extérieurs. Idem pour les groupes à l'extérieur, tout à fait. Alors, c'est pas idem, Jean-Louis, mais tu fais bien aussi de soulever le sujet. Beaucoup disent qu'on peut faire de l'activité extérieure. Je rappelle que ce qui est fermé, c'est les activités, les établissements de type ERP, de type X. Donc, c'est l'activité qui est fermée et que si vous délocalisez votre activité, vous prenez le risque, parce que c'est votre entreprise qui organise. Il faut vous voir la partie, je dirais, sanitaire, certes. Il faut voir également la partie assurantielle et il faut voir aussi la partie occupation du terrain que vous utilisez. Si c'est un terrain privé, le vôtre, c'est moindre mal. Si c'est un terrain public, autorisation de l'utilisation du domaine public. Je vous rappelle, du coup, comme convenu, j'ai fait le point avec il y a beaucoup derrière, comment dire, il y a beaucoup de... Karine, si tu veux bien fermer ton micro, merci. Il y a beaucoup derrière de, comment dire, de difficultés qu'il faut que vous leviez, la partie assurantielle, la partie occupation du domaine, etc., etc. Donc, par contre, du coup, on pourrait faire à domicile. Alors, ne me semble pas. Non, non, mais je vais répondre, hein. Je vais te répondre par une autre question, mais dont je connais la réponse. Il ne me semble pas que le coach à domicile soit une profession identifiée comme pouvant travailler à domicile. Là aussi, la profession de travail à domicile est identifiée. Et alors, vous avez les coiffeurs à domicile, vous avez les coiffeurs qui sont identifiés comme profession à domicile. De mémoire, le coach ne rentre pas dans cette catégorie de possibilité de travail à domicile. Ok, merci. Donc, vous voyez, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en tant que syndicat patronal, on est obligé de lire la loi et de dire la loi. Oui. On ne peut pas vous laisser dans l'ambiguïté d'interprétation. Donc, vous me posez la question de travail à domicile. Je sais que le coach à domicile, c'est généralisé, je dirais, ces dernières années, c'est démocratisé. Il existe. Donc, dans l'usage commun, un coach à domicile existe. Néanmoins, d'un point de vue réglementaire, il n'existe pas dans les professions listées de travail à domicile. Ok. Très bien. Une autre question? Franck, donc en vue d'une réouverture, est-ce que tu peux nous préciser les mesures sanitaires, entre autres, et notamment la superficie par adhérent et les jauges maximales club ou salle de cours collective? Merci de me poser la question sur les protocoles. Gros travail que nous avons fait avec les administrateurs et puis nos équipes. On l'a monté en collaboration également avec l'Union Sport et Cycle et le Cosmos. On a été quand même un gros acteur de la partie fitness, vous vous en doutez, notamment suite au premier confinement. Sur le deuxième confinement, j'ai fait en sorte et j'ai fait très attention à ce que la jauge ne soit pas touchée de celle que vous connaissez actuellement, c'est-à-dire un client pour 4 mètres carrés. Ma grande crainte, c'était à un moment donné qu'on suive les préconisations qui étaient mises en place dans le commerce. Ça aurait été une catastrophe.
Donc, on a réussi, je dirais, à ce que ça soit le référent Covid de l'entreprise qui va fixer la jauge entre un participant pour 4 mètres carrés et un participant pour 16 mètres carrés en fonction de la situation qu'il connaît localement et de son établissement. Donc, le référent Covid, je vous rappelle que ça peut être le chef d'entreprise dans toute petite entreprise, hein. Même dans les grosses, ça peut être le chef d'entreprise. Donc, ça sera au chef d'entreprise, à un moment donné, connaissant son établissement, connaissant la situation qui est dans son département, dans sa région, de prendre les dispositions de jauge qu'il jugera utiles au bien-être de sa clientèle. Je m'explique. Si vous êtes dans une région avec ouverture, avec un taux de transmissibilité très, très important, un R0 très important, il vous appartiendra très certainement d'agrandir la jauge qui est de 1 pour 4 mètres carrés. Si par contre, vous êtes dans ce qu'on appelait avant les zones vertes, vous aurez loisir de rester à 1 sur 4 mètres carrés. Jusqu'à un retour à la normale, bien entendu, hein. On ne va pas se trimballer le 1 pour 4 mètres carrés jusqu'à vita aeternam. Je tiens à souligner à un moment donné qu'on nous a également parlé de capteurs de CO2, de dioxyde de carbone. On a réussi à faire tomber cette obligation. C'était aussi là aussi une grande crainte qu'on nous oblige à faire, à avoir les capteurs de CO2 dans les établissements. Alors, on est parti du ministère des Sports sans la présence des capteurs de CO2. On verra ce que le Haut Conseil à la santé publique donnera comme réponse par rapport à ça. Mais pour nous, c'est une insécurité juridique intenable pour le chef d'entreprise, puisque nous avons fait des essais avec des capteurs de CO2 d'une même marque pendant le même temps, au même endroit, et ils nous donnaient des écarts de lecture qui pouvaient aller de 40 à 100 de valeur de ppm. Ce qui fait qu'à un moment donné, alors la valeur de ppm, c'était partie par million de CO2, et il ne fallait pas dépasser la valeur de 1000 dans une salle avant de prendre des mesures, sans être obligé de prendre des mesures correctrices. Mais vous imaginez bien que vous êtes à 950 avec un appareil et qu'avec l'autre, vous êtes à 1050. Et nous, ce qu'on craignait surtout, c'était deux choses. La première, c'était que pour des raisons X ou Y, quelqu'un de malveillant allume un briquet à côté du capteur de CO2, la première des choses. Et la deuxième chose, c'est que lors d'un contrôle, un contrôleur vienne avec son capteur de CO2 qui n'est pas le même mesurage que le vôtre. Et là, on aurait été dans des difficultés de contentieux. Ensuite, sur les protocoles sanitaires, c'est bien entendu, comment ça s'appelle, l'application Tous Anti-Covid, qui sera préconisée fortement dans vos établissements. Ensuite, le sens de circulation, mais tout ça, vous le connaissez déjà puisque vous l'avez déjà mis en place lors du premier confinement. Donc, très honnêtement, mis à part le rôle plus important que le référent Covid, on n'a pas de grosses, de grosses obligations supplémentaires sur les salles de fitness par rapport au protocole sanitaire. Merci Thierry. Je t'en prie. Merci. Une autre question, Sarah, peut-être pour donner un petit peu la parole, laisser les gens de poser des questions, peut-être une question par mail? Alors, je vérifie 2 petites secondes. J'en ai eu pas mal, donc j'avoue. Stéphanie Delettre prendra peut-être la parole. Dommage, Stéphanie, hein, c'est tombé sur vous, mais pendant le chat, j'ai vu votre nom passer sur les parties des APLD. Je vous écoute, Stéphanie. Bonjour. Juste, c'était pour revenir par rapport à l'accueil des adhérents qui disposaient d'une prescription médicale. Donc, j'ai bien compris que c'était certaines pathologies et pas toutes, et il ne suffisait pas d'avoir mal au dos, etc. Mais moi, j'avais regardé le décret qui listait bien les différents publics qu'on pouvait accueillir, donc notamment les mineurs, tout ce qui était pompiers, gendarmes, etc. Et il y avait effectivement les personnes qui disposaient d'une prescription médicale. Mais sur le décret que moi j'ai trouvé, je vois le terme prescription médicale, mais je ne vois pas prescription médicale dans le cadre du traitement d'une affection longue durée. Donc, où est-ce qu'on peut voir précisément tout ça? Alors, vous avez entièrement raison et ça rejoint l'intervention de Jean-Louis tout à l'heure
sur le manque de clarté des informations qui nous sont données par le ministère. Et celle-ci, Stéphanie, est également un manque de clarté parce que ça nous renvoie au décret de 2016 qui traite des APLD, des maladies de longue durée. Donc, sur le décret que vous citez, vous ne le trouvez pas. D'accord. Sur le décret de 2020, soit peut-être le 10-13, qui fixe les publics prioritaires, vous ne le trouverez pas. Il faut ensuite aller le chercher par Abelli, etc. Ah, d'accord. OK. Très bien. Merci. Sarah, une question par mail? J'y retourne. D'accord. Donc, j'ai eu les salles de sport étaient fermées depuis septembre, mais malgré ça, Fitnessmark m'a prélevé tous les mois, en total 3 mois jusqu'à décembre. Ça doit être un adhérent. Tassadi de Vienne. J'ai eu, alors, loyer, William Laurent. Bonjour, le décret portant sur le crédit d'impôt des loyers abandonnés est maintenant sorti et ne parle plus du tout de 3 mois maximum d'abandon, comme initialement annoncé par le gouvernement, mais de seulement 1 mois. Novembre. Sur ce point. Donc ça a été abordé un petit peu quand même. Oui. Donc ça, c'est répondu. Ensuite, j'ai eu l'Orange Bleu Argenteuil. Bonjour, quelles actions sont menées auprès du gouvernement sur les loyers? Je pense qu'on a répondu, celle-là en place. Pourquoi sommes-nous fermés? Ça, c'est bon. À part si d'autres personnes ont des questions sur le loyer, si Thierry a bien répondu, mais je pense que c'est bon. Est-ce que j'en ai encore une autre? Thierry, peut-être une question, je t'ai contacté à ce sujet-là, mais peut-être une précision pour tous nos présents concernant les reports d'abonnement, les avoirs et potentiellement des remboursements à terme de 10 mois ou 18 mois. Est-ce que tu peux nous refaire la mesure? Oui. Véronique, ne rigolez pas, je vous vois sourire derrière votre écran. Alors, Véronique Lermé est notre avocat spécialisé en droit des affaires et droit des sociétés. Oui, la mesure qui a été reconduite, la première mesure a été reconduite. Donc, vous avez… Alors, franchement, là, j'ai des trous dans la raquette par rapport à ça, mais toute personne qui souhaiterait avoir l'information contacte le secrétariat ou moi-même et je vous enverrai, adhérent ou pas, je vous enverrai la note que nous avons faite, que Maître Lermé a fait à notre demande sur le sujet. Mais le dispositif est en continuité. Et merci. Le premier dispositif qui était issu de la loi Voyage, de l'ordonnance loi Voyage, est en continuité. On l'attendait avec beaucoup d'impatience, c'est le mois de décembre. Oui, effectivement, Thierry Doll, Monsieur Doll. Effectivement, donc c'est la note qui a été envoyée donc le 23 décembre par mail à tous les adhérents et qui précise donc les nouvelles modalités, enfin la poursuite du décret et pour les avoirs, vous êtes possible en fait les avoirs que vous pouvez donner aux adhérents qui demandent la résiliation en fait de leur abonnement et que vous pouvez refuser en fait. Voilà, effectivement. Et que l'on attendait. Donc, depuis fin septembre, j'attendais que ça sorte et c'est sorti, mais le 16 décembre. Et voilà. Et donc, tout de suite, dès que j'en ai eu connaissance, on vous l'a transmis via le secrétariat du France Active. Merci, Maître. Et alors, tout est détaillé voilà, dans la note, normalement. À ce sujet, on peut avoir par moment l'impression d'avoir du décalage entre la sortie d'un texte et notre communication sur le texte. Sachez que nous prenons toujours la précaution de lire, de relire, de faire lire et d'avoir une étude complémentaire du texte. Parce qu'on peut vous envoyer le 16 décembre, on peut vous envoyer le décret directement comme ça, brut de fonderie, et en vous disant, eh ben voilà le décret, débrouillez-vous. Non, nous on essaie d'avoir une lecture beaucoup plus profonde du texte, et c'est pour ça qu'on est entouré de 2-3 cabinets d'avocats que nous prenons de façon à nous aider à la constitution de nos notes de lecture, de façon à ce que vous ayez bien, comment vous dire, la bonne lecture du texte et non pas des interprétations. Oui, tout à fait. Effectivement, je confirme. Merci. Jean-Michel, tu veux… Merci. Oui, bonjour à tous, bonne année. Je fais partie du conseil d'administration de France Active en tant que représentant des indépendants. Et dans ce cadre, j'ai
j'ai travaillé avec Thierry sur la SACEM. Donc, pour l'instant, on n'a pas eu de questions par rapport à ça, mais je pense que c'est un sujet, même si aujourd'hui, ça ne semble pas prioritaire, ça reste un peu important. Et je parle sous le contrôle de notre président, Thierry Doll. Il me semble, non, je vous affirme que la SACEM a été suspendue au prorata temporis de la fermeture et que les droits de perception ne seront réactivés qu'à partir du moment où on sera réouvert. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été acté par la SACEM. Je vous rappelle que la tarification de la SACEM a évolué ces derniers temps et on a pris une certaine augmentation suite à une révolution qu'a souhaité la SACEM de manière unilatérale. On a néanmoins négocié en tant que France Active, en tant que syndicat auprès de la SACEM pour avoir pour les membres de France Active une remise importante. Mais sachez avant tout que de manière que ce soit pour les membres de France Active ou pour les autres, actuellement la SACEM, le paiement de la SACEM est suspendu. Voilà, puisqu'on avait des questions-réponses et que ça n'avait pas été évoqué, je voulais vous en faire part. Merci Jean-Michel. Moi, si je peux me permettre de prendre la parole, Thierry, c'est une remarque plus personnelle. En contactant énormément de nos clients et en voyant la représentativité de notre secteur, j'ai vraiment, alors ça regarde que moi, mais j'ai vraiment ce sentiment que, par exemple, le ministère des Sports, où j'ai vraiment l'impression d'avoir une ministre des Sports complètement quasi inexistante, j'ai vraiment ce sentiment d'une méconnaissance de notre secteur. J'ai vraiment l'impression que le monde fédéral est compris, que les sports tels que la Formule 1, le football, enfin les sports très publics qui rapportent beaucoup d'argent sont entendus, mais j'ai vraiment le sentiment que les activités, notamment le secteur marchand et notamment le fitness, est peu connu. Je ne sais pas quel est ton sentiment par rapport à ça en rencontrant les gens le ministère, mais j'ai l'impression qu'on passe au travers complètement. Je vais répondre à ta question en faisant un bond en arrière de plus de 10 ans, parce qu'effectivement, mon travail depuis plus de 10 ans, c'est de faire reconnaître l'activité marchande, le sport marchand au sein de ce ministère. Quand je dis sport marchand, j'exclus le sport professionnel. Donc, tu as cité quelques activités qui peuvent être la Formule 1, le football, le rugby, etc. Pour moi, on rentre là dans le sport professionnel et j'appelle le sport marchand toutes nos activités, qu'elles soient salle de fitness, salle de sport, loisirs outdoor, comme moi je peux être, etc. Donc, il y a effectivement... comment dire, il y a eu un manque de connaissances de notre secteur pendant de nombreuses années, qui a certainement été dû un petit peu aussi de notre faute, à notre absence et à notre manque de fédération, d'unicité de notre secteur. Il faut aussi être capable de faire, je dirais, notre propre analyse. Donc et c'est pour ça que depuis plus de 10 ans, j'essaye aujourd'hui de fédérer les activités marchandes autour de notre organisation patronale, pour que justement on ait un poids, je dirais, non pas économique certes, mais plus vous savez très bien, hein, plus on est nombreux, plus on est écouté. C'est le jeu, je dirais, de la représentativité. Et c'est là qu'il faut qu'on soit fort. Malheureusement, la crise Covid a fait que nos activités ont été obligées d'être vues. S'il est vrai qu'au départ, on était peut-être dans le premier confinement, dans l'angle mort du rétroviseur du ministère des Sports. Je ne dis même pas dans l'angle mort du pare-brise, mais dans l'angle mort du rétroviseur du ministère des Sports. Je pense très honnêtement que la donne a totalement changé depuis ce deuxième acte de reconfinement du mois d'octobre. Le ministère des Sports a quand même pris la mesure de notre solitude par rapport à elle. Et je dois dire que la ministre des Sports, publiquement, devant moi, en réunion auprès des ministres Griset ou Le Maire, a souvent pris la parole pour défendre le secteur
des salles de sport et le secteur marchand et pour le porter. Donc, il y a une prise en considération qui est faite, je te l'accorde Stéphane, depuis pas longtemps, mais qui n'a pas été faite publiquement depuis très peu de temps, mais parce que nous n'étions pas non plus suffisamment fédérés, d'où l'importance de se fédérer et d'être nombreux. D'où cette importance-là. Parce que plus on est fédéré, plus on arrive à parler et plus on arrive à être, comment dire, entendu. Parce que parler, c'est bien, il faut savoir aussi être entendu. Donc oui, on y travaille, on y a travaillé et je pense que c'est en train d'être, je ne dirais pas inversé, mais en tout cas pris en considération. Je rappelle aussi que des petites choses qui sont quand même pas rien. Nous sommes arrivés dans le dialogue social. Notre organisation patronale est présente et je suis le chef de file du dialogue social de notre syndicat avec d'autres. Nous faisons partie du dialogue social, donc nous avons aujourd'hui la possibilité de porter vos attentes, vos valeurs au sein du dialogue social de la branche sport. Que Guillaume Schroll, notre vice-président en charge de la formation, a été élu président de la commission professionnelle consultative de la CPC du ministère des Sports, suite aux refontes dans tous les ministères. C'est quelqu'un de chez nous qui a la présidence de comment dire, de ce conseil, qui est sur les parties certification. Donc, vous voyez, on commence à travailler, on a commencé à avancer et on a fait énormément de travail. Mais le travail sera vain si nous ne continuons pas à être unis et fédérés. Ça, c'est le petit message pub pour notre organisation, certes, mais je tiens à ce que vous entendiez que si on n'est pas fédéré, on ne sera jamais entendu. Ok, très bien. Merci Thierry. Jean-Louis. Oui, dernière intervention. Donc, bon, Thierry, toi, tu le sais, sur Toulouse, on a mis en place il y a pas mal de temps donc, une organisation pour se réunir au niveau des clubs de remise en forme, qui a marché plus ou moins, mais qui existe depuis pratiquement 20 ans. Voilà, donc là, qui reprend actuellement avec un nouveau collectif. Et donc, ce collectif, on essaie actuellement de mettre en place pour la relance, parce que le problème maintenant, ça va être la relance, de voir comment on peut communiquer tous ensemble pour marquer un petit peu le coup sur notre existence, justement. On existe et on peut donc résoudre certains problèmes. Et est-ce qu'il est possible de le faire au niveau national? Peut-être aussi. Pourquoi ne pas se poser la question? Comme le mal au dos, le mouvement est important. Oui, non, mais c'est pour ça qu'au niveau national, alors, deux sujets dans ce que tu viens de dire, Jean-Louis. Le niveau local, et là, certains d'entre vous m'avez souvent eu je dirais en visio lors des collectifs qu'on avait pu mettre en place à droite à gauche. C'est important que les niveaux locaux puissent, je dirais, s'organiser. Pourquoi? Parce que demain, je pense que ça passera aussi par des reprises qui seront à la main des préfets. Donc, si vous n'êtes pas organisé au point de vue local, avec, je dirais, allez, on va le dire, avec une entité nationale pour vous donner plus de poids au niveau local, ça risque d'être très difficile de ne pas être fédéré au niveau local. Maintenant, au niveau national, nous, on est là et on travaille sur ces sujets-là d'une façon, je dirais, je ne vais pas dire quotidienne, mais extra-quotidienne. Hein. On est toujours là depuis que le début. Je vais vous dire, si vous êtes pressé de reprendre le travail, d'ouvrir vos salles, je suis pressé que vous le fassiez pour me prendre un peu de recul avec tout ça. Ma question, pour aller totalement jusqu'au bout, c'est est-ce qu'il est possible de mettre en place pour la relance une communication, par exemple télé, style, le mouvement permet de moins avoir mal au dos, ce qui a été fait par la Sécu. Ah, ouais. Je n'avais pas compris effectivement ta question, je m'en excuse Jean-Louis. Donc effectivement, je ne l'ai pas abordé, mais ça fait partie de notre demande auprès des différents ministères, que ce soit celui des sports ou Bercy, de mettre en place par leurs moyens une campagne de communication sur les bienfaits du sport, mais pas du sport comme il a été fait en septembre, c'est-à-dire bouge ton sport, etc., qui était beaucoup plus axé sur la reprise des clubs associatifs qui avaient besoin aussi de récupérer leurs adhérents. Nous, ce qu'on demande à ce moment-là, c'est une véritable communication sur la partie, je dirais, salle de sport, sport, loisirs, etc., la partie marchande, de façon à ce qu'on redonne confiance à vos adhérents à revenir dans les salles. Aujourd'hui, c'est
au-delà de l'aspect que tu viens de soulever, Jean-Louis, par rapport au mal de dos, l'aspect santé, nous, ce qu'on attend maintenant du gouvernement, c'est véritablement une communication de la reprise en confiance de nos pratiquants. Et l'une des demandes que moi j'ai pu exprimer auprès des différents ministres et qu'on a pu contacter et avoir, c'est de dire que s'il serait bien que le jour de la reprise effective des salles de sport, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre délégué au sport et le ministre de la Santé fassent une ouverture symbolique d'une salle de sport, de façon à dire, voilà, nous redonnons confiance à la population de retourner dans les salles de sport, puisque nous-mêmes, nous ouvrons officiellement la salle de sport. Ça serait un message très fort qui ne coûterait pas grand-chose, mais que nous demandons. Pour l'instant, on ne sait pas où est-ce que ça en est, mais pour moi, ça serait un acte très fort d'accompagnement de votre secteur si le ministre de la Santé, de l'Éducation nationale et des Sports se présente conjointement dans une salle de sport et en font l'ouverture, je dirais, officielle. Voilà. Pour terminer complètement, donc moi je suis persuadé qu'à la place de demander beaucoup d'argent derrière, s'il y a des actions qui se mettent en place tout de suite pour essayer de remettre dans la tête des gens qu'ils peuvent revenir chez nous très vite, etc., on va gagner du temps et beaucoup d'argent. Je suis d'accord, ça fait partie du message qu'on passe au ministère des Finances, très bien. En disant que le message de confiance qui va être donné à la population française pour retourner en salle de sport leur fera économiser des mois d'accompagnement économique. On est d'accord, Jean-Louis? Il faut que, tout à fait, et ça, il faut que le ministère de l'économie l'intègre, c'est que plus on aura des messages positifs d'un retour de la clientèle vers vos établissements, plus vite ils seront débarrassés de soutien. Tout à fait. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir sur ce point? Je pense qu'on a énormément besoin de notre syndicat au niveau national, mais nous, au niveau local, on peut également faire des choses. Oui. On s'aperçoit évidemment que le secteur a été très peu connu des hommes politiques. Cet après-midi, je rencontre l'adjoint chargé des sports de notre mairie. Le maire, on le connaît déjà, mais souvent les adjoints en charge des sports ne connaissent absolument pas les structures privées. Donc, il faut les faire venir chez nous, il faut leur expliquer ce que l'on fait, il faut leur expliquer qu'il n'y a pas que les associations et qu'il n'y a pas que voilà, les subventions, il y a aussi un secteur marchand privé qui existe, faire comprendre ce que c'est. Et notamment, souvent les mairies, notamment les mairies de taille moyenne, ont des dispositifs d'affichage qu'elles ont négociés avec JC Decaux et autres, sur lesquels elles ont la possibilité de faire des pubs gratuitement lorsque ça les arrange. Et nous, on va essayer de faire pression, par exemple, pour que lors de la réouverture, la mairie encourage le sport dans la ville, dans les structures privées et en extérieur, partout où ils veulent, mais qu'ils lancent le même message qu'au niveau national, faites du sport. Merci William. Alors, deux axes de réponse, si tu me permets. La toute première, c'est les élus au sport. Vous ne le savez peut-être pas, mais il existe l'Association nationale des élus au sport, avec lequel nous avons travaillé quand même assez régulièrement cette année. Et je dois mettre en place une réunion avec certains de mes administrateurs, enfin des administrateurs du syndicat et le président de l'ANDES, donc c'est l'ANDES, hein, l'Association nationale des élus au sport, pour justement aller dans ce que tu dis, William, c'est-à-dire faire connaître aux élus au sport le secteur marchand qui existe dans les territoires. Je prends le terme de territoire d'une façon très importante parce que c'est comme ça qu'il faut parler aux élus. Vous êtes dans les territoires, nous sommes dans les territoires, nous sommes des acteurs économiques du territoire et grâce à vous, à nous, nous faisons vivre des familles et des salariés dans nos territoires. Alors, la partie Paris, c'est une chose, la partie grande ville, c'est une chose, mais il y a aussi des territoires, des petites villes, etc., qui vivent et qui, grâce à ce genre d'entreprise, dont vous faites partie. Donc ça, c'est la première partie de ma réponse par rapport à ce que tu disais sur les élus au sport. Je vais la compléter avec un autre axe de mon activité. J'aime pas trop en parler, mais là, je suis obligé de vous le dire, je suis également vice-président national de la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME, qui est la pendante du MEDEF, dont vous entendez souvent parler, et qui en ce moment fait énormément de travail, tant au niveau national que local. Je vous engage tous, à vous faire connaître auprès de vos CPME territoriales. Il y en a une par département. Hein. Il y a une CPME territoriale et une CPME régionale. Dans toutes les régions, vous avez
cette typographie de ces PME. Je vous engage à les contacter parce que c'est grâce à eux que vous allez pouvoir en rentrer en contact avec les élus et les administrations locales. Tout à l'heure, je parlais de l'importance du local. Ça fait partie des schémas que j'avais mis en place cette année auprès des collectifs dans différentes régions, de s'appuyer sur les CPME locales pour pouvoir justement être intégrés dans les discussions économiques qui sont liées avec la préfecture, les chambres de commerce, etc., mais également de vous faire connaître auprès de vos élus, des sénateurs et des députés de vos circonscriptions. Donc, n'oubliez pas que vous avez cette possibilité-là au niveau local de vous faire connaître. Et si vous vous faites connaître auprès des CPME locales, n'hésitez pas à vous faire valoir de mon appui. Alors, juste une petite, merci Thierry, juste une petite information, je pense, pour rappel, que ce mardi 12, devant l'Assemblée nationale, donc il va y avoir une manifestation, les représentants de pas mal de patrons de clubs. Je pense que vous avez tous reçu une information à ce niveau-là. Donc, soyons mobilisés pour ceux qui peuvent être présents, comme le disait Thierry, plus on est nombreux, plus ça impacte. C'est une manifestation qui avait déjà été au préalable calée, je ne sais plus, je crois que c'était du fin décembre, mais qui a été reportée là. Donc, je pense que vous avez dû tous recevoir sur les réseaux sociaux ou dans votre boîte mail cette information. Donc, c'est mardi prochain à 12 h face à l'Assemblée nationale. Donc, il y aura une représentation de coachs sportifs et de patrons de clubs. Voilà. Donc, soyez présents un maximum pour porter notre voix. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Ou est-ce qu'on peut considérer ce webinaire clôturé et conclure? Bon. Thierry, c'est bon pour toi? À disposition jusqu'à 12h45. Donc, si vous avez fini, je n'en serai que plus rapidement disponible pour mon autre rendez-vous de 13h. Franck, une intervention, une question? Oh, des remerciements, mille merci Thierry, merci à toute l'équipe de France Active de se battre pour nous. Je sais que c'est de l'engagement, c'est du temps, c'est du combat. Donc, mille merci et merci beaucoup. Merci à vous tous. Voilà. Et surtout, il faut continuer à garder l'espoir, il faut continuer à vous battre pour garder l'espoir. Et je terminerai par un petit mot. Soyez attentifs à vos collègues autour de vous. Certains peuvent, à un moment donné, perdre pied. Il faut que vous soyez attentifs à certains signes extérieurs. J'ai eu affaire à ce genre de situation tout dernièrement. Donc, je vous demande d'être très vigilant aux signes extérieurs des gens qui vous entourent, des salles de fitness qui peuvent vous entourer. Ce n'est pas parce que hier vous étiez concurrent qu'à un moment donné, il ne faut pas être vigilant. Donc, soyez attentifs aux signes extérieurs de vos collègues qui peuvent à un moment donné perdre totalement pied. Ouais, sur la dimension psychologique, effectivement, et dépressive qui peut faire peut-être beaucoup plus de mal que le Covid en lui-même. On vous remercie tous pour votre présence. Merci à toi, Thierry, pour cette intervention qui était vraiment très riche et très importante. Continuez à nous suivre. Depuis 2 mois, nous organisons des webinaires avec Radical Fitness dans l'objectif d'apporter de la ressource, des éléments. Ce sont des consultants, ce sont des syndicats, voilà. Donc, je vous remercie encore vivement de nous suivre. Et puis, je vous dis à une prochaine. Vendredi prochain. Voilà, vendredi prochain, on continue ce type d'action. Chaque vendredi à 11 h, on ritualise un webinaire de différentes natures. Merci à tous. Merci à tous. Merci Thierry, Franck, Eric, la Guadeloupe, en pays. Merci. Bonjour de la Martinique, Guadeloupe, la Guyane. Bon week-end. On vous dit à passer tous un très bon week-end et à une prochaine. Merci. Et au à revoir. vendredi prochain. Bye bye. Ok. Bye bye Franck. Merci Thierry. Merci Thierry encore 1000 fois. Merci Thierry. Merci à tous.